Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment les ganglions de la base sont affectés dans la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement les mouvements. En termes de prévalence, la maladie de Parkinson serait, après la maladie d'Alzheimer, la seconde maladie neurodégénérative touchant de 1 à 2 % de la population âgée de 50 ans et plus. D'ici 2031, l'incidence de la maladie devrait augmenter de 50 %. Environ 84 000 Canadiens âgés de 40 ans et plus vivent avec la maladie. La prévalence standardisée selon l'âge démontre que les hommes seraient 1,5 fois plus atteints que les femmes. De plus, les Canadiens de 85 ans et plus seraient le groupe d'âge le plus atteint par la maladie. En termes de symptômes, plusieurs symptômes moteurs caractérisent la maladie. Par exemple, la kinésie, la bradykinésie et des tremblements. Des symptômes non moteurs peuvent aussi atteindre les personnes atteintes de Parkinson. Par exemple, la douleur, la dépression, des troubles de l'humeur et bien d'autres. Les 4 principaux symptômes moteurs sont la kinésie, la rigidité, le tremblement et l'instabilité posturale. Lorsqu'on parle d'akinésie, il y a 2 catégories possibles. L'hypokinésie, qui se différencie par une baisse de l'amplitude des mouvements spontanés, et la bradykinésie se distingue par une diminution sévère de la vitesse d'exécution et d'initiation d'un mouvement volontaire. Ces symptômes sont accompagnés de symptômes secondaires comme l'hypotonie, caractérisée par une perte de tonus de la voix, la micrographie, caractérisée par une écriture petite et illisible, et l'inexpressivité du visage. Les symptômes de rigidité est représenté par un tonus musculaire atypique accompagné de difficultés à réaliser les mouvements passifs. L'instabilité posturale se caractérise par un déclin des réflexes d'équilibre. En l'absence de ceux-ci, des chutes peuvent survenir plus fréquemment. Lors de sciation des muscles agonistes et antagonistes, on parle de tremblement de repos. Le tremblement est d'environ de 4 à 6 Hz. On parle des ganglions de la base, mais que sont-ils exactement? Il y en a 5. Le globus pallidus, interne et externe, les noyaux sous-thalamiques, qui sont situés dans le thalamus, la substance noire, qui a 2 sortes, la pars réticulaire et la pars compacta, le putamen et le noyau codé, qui ont des fonctions similaires, donc un nom commun, soit le striatum. Leur rôle général est intimement relié au mouvement, particulièrement l'inhibition. Dans ces structures, on retrouve 2 sortes principales de neurones, les GABAergiques et glutamatergiques. Les neurotransmetteurs associés sont respectivement le GABA, inhibiteur donc qui va annuler les influx transmis, et le glutamate, qui est excitateur donc qui va permettre aux influx nerveux de se transmettre entre les neurones. La substance procure la dopamine au reste du cortex, qui est un autre neurotransmetteur très important dans le système nerveux et qui permet le mouvement. Tous les ganglions de la base sont affectés par la dopamine venant de la substance noire, c'est pourquoi son dysfonctionnement impacte autant les mouvements. Les ganglions de la base communiquent entre eux et avec le cortex par l'entremise de 2 voies, la directe et l'indirecte. La fonction de la voie directe est d'initier le mouvement. Pour que ce soit possible, les structures reliées vont soit inhiber ou exciter la structure suivante, ce qui va permettre au cortex cérébral d'envoyer une commande motrice. La fonction de la voie indirecte, quant à elle, est d'empêcher le mouvement de se produire. Le schéma ci-dessous montre quelles parties vont inhiber ou exciter la suivante pour finalement faire en sorte que le thalamus sera inhibé et que le cortex ne pourra pas envoyer une commande. Une fois que le message est passé dans le cortex, il est transmis par les voies descendantes. La commande va éventuellement être reçue par les motoneurones inférieurs qui vont contracter ou non le muscle dépendant de la commande émise. Abordons maintenant ce qui se passe dans les ganglions de la base chez une personne atteinte de la maladie du Parkinson. Ce qui explique les symptômes moteurs caractéristiques du Parkinson est la mort des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire qui produisent la dopamine, dans la substance noire compacte. Il a aussi été démontré que la connectivité fonctionnelle des ganglions de la base est nettement réduite chez les personnes atteintes. La cause de ces dysfonctionnements reste encore peu connue, bien qu'on puisse faire un lien avec des facteurs génétiques et environnementaux qui entraîneraient un stress oxydatif dans les neurones dopaminergiques. L'imagerie par résonance magnétique structurale multispectrale permet d'observer une réduction importante de la substance noire compacte, et ce, dès le premier stade. Les flèches rouges sur les 2 images pointent à gauche la substance noire compacte d'une personne saine et à droite la substance noire compacte d'une personne atteinte. Surprenamment, la mort de 70 à 80% des neurones de cette région est nécessaire avant l'apparition des symptômes. En temps normal, les neurones dopaminergiques de la substance noire compacte permettent la production de dopamine et assurent sa transmission jusqu'au noyau codé et putamen. Ce neurotransmetteur est essentiel pour moduler les propriétés cellulaires et synaptiques
du réseau des ganglions de la base. En effet, il a normalement un effet inhibiteur sur la voie indirecte et un effet excitateur sur la voie directe. Par contre, dans un état pathologique, la production de dopamine dans la substance noire est diminuée de façon sévère. Ainsi, la voie indirecte va devenir prédominante puisqu'elle ne sera plus inhibée. C'est donc ce qui expliquerait les symptômes de réduction des fonctions motrices chez les personnes atteintes de Parkinson. Comme expliqué plus tôt, le manque de dopamine va créer un déséquilibre dans le système des ganglions de la base entre la voie directe et la voie indirecte. Si on regarde plus précisément la voie indirecte, qui n'est maintenant plus inhibée, on va voir de nombreux changements des événements des différentes structures, comme on peut bien le voir sur le schéma par les flèches rouges. En effet, en raison d'une certaine dysfonction des projections GABAergiques du striatum vers le globus pallidus externe, il y a une levée d'inhibition sur les neurones du noyau subthalamique. Donc, suite à la réduction de dopamine dans la voie nigrostriatale, on peut y remarquer une modification de la fréquence de décharge des neurones du noyau subthalamique. Donc, l'hypothèse émise qui serait la plus probable est l'hyperactivité des neurones glutamatergiques de cette structure. Puis, ce déséquilibre va aussi causer une suractivation des structures de sortie du réseau des ganglions de la base, notamment le globus pallidus interne et la substance noire pars reticulata. Il y aura par conséquence une inhibition du thalamus et du cortex moteur. Quels sont les traitements de la maladie de Parkinson? Avant tout, il faut savoir que les traitements actuels ne permettent pas de guérir la maladie ni d'arrêter sa progression. Ils ont plutôt comme but de limiter les symptômes et de favoriser une meilleure qualité de vie pour la personne atteinte de Parkinson. Des suivis médicaux réguliers avec un neurologue sont nécessaires afin de bien suivre l'évolution de la maladie, limiter les effets secondaires et ajuster la médication aux besoins. Tout d'abord, il existe plusieurs classes de médicaments afin de réduire les symptômes engendrés par la maladie de Parkinson. Par contre, ils peuvent également causer certains effets secondaires indésirables comme la nausée et des vomissements. Ces classes de médicaments sont utilisées soit dans le but de remplacer le neurotransmetteur manquant, qui est la dopamine, ou encore dans le but de favoriser un rééquilibre entre les niveaux d'acétylcholine et de dopamine en prenant des médicaments de type anticholinergique. Une de ces classes de médicaments est la levodopa et est la plus efficace à ce jour pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson. Ce sont en fait des précurseurs de la dopamine. La levodopa sera transportée dans le système sanguin jusqu'au cerveau où elle sera alors transformée en dopamine et emmagasinée au niveau des cellules nerveuses dans le but de remplacer la dopamine manquante. Pour la majorité des patients qui prennent de la levodopa, ils voient leur état s'améliorer quant à leur rigidité et leur bradykinésie. Dans un autre ordre d'idée, des études reconnaissent les bienfaits de l'exercice aérobique chez les Parkinsoniens. Rappelons-le, le Parkinson est entre autres caractérisé par une perte de neurones dopaminergiques dans la substance noire. Par ailleurs, un des effets de l'exercice aérobique est qu'il entraîne une meilleure libération de dopamine dans le système nerveux. De plus, l'exercice augmente également la plasticité cérébrale. La neuroplasticité est la capacité de changement du système nerveux en réponse à un stimulus environnemental. L'exercice effectué en réadaptation peut donc apporter une modification dans le relâche de neurotransmetteurs et ainsi empêcher la dégénérescence des neurones ou encore favoriser la protection neuronale. L'exercice aérobique est donc favorable pour les gens atteints de Parkinson car elle contribue au ralentissement de l'évolution de la maladie grâce à ses effets sur le système nerveux. Bien qu'il existe différentes façons de traiter la maladie de Parkinson, il faut savoir que l'idéal est un traitement multidisciplinaire. Un traitement multidisciplinaire signifie que plusieurs professionnels de la santé travaillent en collaboration afin d'assurer un suivi complet du patient dans tous les aspects de sa vie. En effet, comme la maladie de Parkinson n'est pas caractérisée uniquement par des troubles moteurs, mais est plutôt une pathologie complexe présentant également des symptômes non moteurs tels que la dépression et l'anxiété. Ce sont des symptômes très courants qui ont potentiellement un impact négatif sur l'incapacité motrice et la qualité de vie des Parkinsoniens. Voici un bref exemple de traitement multidisciplinaire pour un patient atteint de Parkinson. Tout d'abord, le rôle de l'ergothérapeute est de s'assurer du maintien de l'autonomie dans tous les aspects des activités de la vie quotidienne et domestique du patient. Il effectue une évaluation occupationnelle complète du patient et par la suite assure un suivi afin d'accompagner et d'aider la personne atteinte de Parkinson et ses proches. L'ergothérapeute va aussi adapter l'environnement du patient si besoin dans le but de favoriser son autonomie.
L'équipe multidisciplinaire pourrait également être constituée d'un physiothérapeute, un orthophoniste et un nutritionniste pour travailler différents problèmes en lien avec le Parkinson. Un suivi psychologique est également très important pour aider le patient à cheminer malgré la maladie, car une diminution des performances cognitives dans plusieurs domaines et une diminution des capacités physiques représentent des facteurs de risque d'augmentation de l'anxiété et de la dépression. Il a été démontré que l'amélioration des symptômes du Parkinson peuvent être associés à une augmentation de l'humeur et à une sensation subjective de bien-être. Une approche multidisciplinaire améliore donc grandement l'efficacité des traitements chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et peut leur assurer une meilleure qualité de vie globale. Finalement, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui va affecter principalement la fonction motrice. En effet, les symptômes de cette maladie se caractérisent par la lenteur des mouvements, le tremblement, la rigidité, la perte de mouvements volontaires ou des réflexes d'équilibre, etc. En effet, la maladie de Parkinson affecte les neurones dopaminergiques des ganglions de la base dans la substance noire. Normalement, la substance noire permet la libération de la dopamine pour assurer le mouvement chez un individu. La dopamine renforce les récepteurs D1 de la voie directe et inhibe les récepteurs D2 de la voie indirecte. Par contre, dans un état pathologique, la production de dopamine est réduite, ce qui modifie le système des ganglions de la base et y crée un déséquilibre. La voie indirecte sera favorisée et donc la motricité est réduite. À ce jour, aucun traitement ne peut guérir cette maladie, mais certains médicaments permettent tout de même de réduire les symptômes. Cette maladie reste incurable, comme une grande majorité, mais avec l'avancée incroyable des connaissances, il sera peut-être possible un jour d'y trouver une cure.